Et voici l'un des temps forts de cette matinale, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sûr dans votre rubrique L'invité, dans un contexte où les démocraties sont de plus en plus interpellées. La question de la formation du citoyen devient centrale, notamment chez les jeunes, entre éducation civique, engagement citoyen et influence des nouveaux médias. Comment se construit aujourd'hui une véritable culture démocratique? Pour en parler, nous recevons ce matin M. Michel Souperou. Voilà, j'y arrive. Il est expert en politique publique, jeunesse et directeur du forum Youth Lab Policy. Alors, bonjour M. Souperou et merci d'être avec nous. Bonjour Madame la journaliste. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau de la matinale. Alors, le plaisir est justement partagé. Avant d'entrer dans le fond du sujet, il est important de poser, bien évidemment, les bases. Comment est-ce que vous définissez les notions d'éducation civique et de culture démocratique? Ok, merci beaucoup, Madame la journaliste. Permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous remercier pour l'invitation. C'est la première fois que je suis sur ce plateau et c'est un honneur pour moi. Alors, j'ai répondu avec enthousiasme à cette invitation et je vous dirai pourquoi. Je viens de publier un ouvrage. Dans le cadre de l'élaboration de cet ouvrage, j'ai recensé des besoins et des aspirations des jeunes. Et ces besoins ont été catégorisés après en 10 priorités. L'éducation et la formation constituent la priorité numéro 1. C'est pour ça que j'ai répondu avec choix à cette invitation pour parler de l'éducation civique. Alors, pour revenir à votre question, commençons déjà par parler d'un autre concept, la socialisation, qui est un processus par lequel l'individu apprend les valeurs dont il a besoin pour vivre en harmonie avec la société. Ceci dit, l'éducation civique est donc une forme de socialisation. C'est un processus à travers lequel l'individu apprend ses droits, ses devoirs, le fonctionnement des institutions de la République, de la société, les interactions entre ces institutions, les symboles de la République et les valeurs fortes de la société. Voilà ce qui est de l'éducation civique. Pour ce qui est de la culture démocratique, il faut dire que c'est la capacité à respecter les valeurs démocratiques. Quand je parle de valeurs démocratiques, je parle de la pluralité des opinions. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous pensez, mais je m'organise pour que vous ayez le droit de le dire. Si j'ai cette capacité à respecter, par exemple, cette diversité d'opinions, c'est que j'ai la culture démocratique. La culture démocratique également, c'est la culture de la redevabilité, l'obligation de rendre compte, l'obligation de respecter, par exemple, le verdict des urnes, l'obligation de reconnaître d'abord qu'on a le droit de vote et l'obligation d'aller exprimer son droit de vote. Donc, ce qu'on peut retenir de la culture démocratique, c'est une manière de penser. De penser, par exemple, que le pouvoir appartient au peuple. C'est une manière d'être. D'être, par exemple, c'est respecter les textes de la République. On dit souvent que l'obéissance à la loi, quand c'est prescrite, est liberté. C'est une valeur démocratique. La démocratie, c'est une manière de faire également. Faire, par exemple, une manière de faire, on peut dire exprimer son droit de vote. Donc, ce qu'on peut retenir, et on va sans doute y revenir par la suite, c'est qu'il y a un lien étroit entre culture démocratique et éducation civique. Alors, une fois justement, M. Souperou, que ces notions sont bien évidemment clarifiées, intéressons-nous à présent à la place de la jeunesse. Déjà, dites-nous quelle place occupe aujourd'hui la jeunesse dans la dynamique démocratique, notamment dans nos sociétés africaines. Je vais commencer une fois encore par dire ce qu'on peut entendre par jeunesse, par les jeunes, pour pouvoir apprécier effectivement leur place dans les sociétés démocratiques. Alors, nous sommes au Bénin, donc en Afrique, et il y a une charte africaine de la jeunesse qui fixe la tranche d'âge des jeunes entre 15 et 35 ans. Mais quand on dit 15 à 35 ans, il faut également distinguer 3 sous-catégories. La première sous-catégorie, ce que nous appelons habituellement adolescents, c'est les jeunes mineurs, entre 15 et 17 ans. La deuxième sous-catégorie, c'est des jeunes majeurs, entre 18 et 24 ans. Et la troisième et dernière sous-catégorie, c'est les jeunes adultes, 25-35 ans.
Alors, quand on parle de jeunes en lien avec la démocratie, on s'intéresse beaucoup plus aux jeunes majeurs et aux jeunes adultes. C'est-à-dire ceux qui sont majeurs, sont en droit de voter, sont électeurs et éligibles. Alors, quand on s'intéresse à eux et qu'on regarde d'ailleurs leur nombre, et on se rend compte mathématiquement que c'est les plus nombreux, on se rend compte mathématiquement qu'en réalité, on ne peut pas se passer d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe dans les instances de décision? Ils ne sont pas là. Pour répondre à votre question, c'est que la place des jeunes est faible, sinon relative. Moi, j'ai eu à conduire une étude en 2020 qui nous a permis, dans les 15 pays de la CEDEAO à l'époque, de voir un peu est-ce que les jeunes occupent véritablement les postes de responsabilité. On a fixé la bonne supérieure à 35 ans, conformément à la Charte africaine de la jeunesse. On a essayé de regarder dans tous les 15 pays, est-ce qu'un jeune de cette tranche d'âge est président de la Cour constitutionnelle? Non. Est-ce qu'un jeune de cette tranche d'âge est président de la République? Non. Est-ce qu'un jeune de cette tranche d'âge est président de l'Assemblée générale? Non. Cela ne veut pas dire que les jeunes ne jouent aucun rôle dans la société, mais les rôles majeurs ne sont pas tenus par les jeunes, actuellement où je vous parle. Et dans ce cas, concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer par mieux organiser le secteur de la jeunesse. Je vous ai parlé des catégories de jeunes tout à l'heure. Il faut commencer par mieux organiser le secteur. Mieux organiser le secteur, c'est commencer par ce que vous faites. Mieux former et mieux éduquer les jeunes. Parce que servir, c'est d'abord se faire former. Quand on n'a pas les outils qu'il faut, qu'on n'a pas les rudiments qu'il faut, on ne peut pas participer activement et effectivement à la démocratie et donc au développement. Donc il faut commencer par former les jeunes. Un sage a dit un jour que celui qui veut le changement aille gouverner. Donc que les jeunes aillent gouverner. Mais il complète en disant que celui qui veut gouverner aille se faire former. Donc la condition sine qua non, la condition nécessaire pour qu'on ait une participation accrue des jeunes de la scène publique, c'est la formation, c'est l'engagement, c'est l'organisation. Alors, est-ce à dire que concrètement parlant, les jeunes ne sont pas formés et mieux préparés à leur rôle en tant que citoyens? La formation, à mon niveau, ou selon mes observations, est insuffisante. Je vous donne encore un exemple. En 2020, c'était les 30 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation, un rendez-vous historique, un rendez-vous démocratique. Et quand on a la culture démocratique en tant que jeune béninois, on doit savoir ce que c'est que la conférence des forces vives de la nation. Même année, coïncidence, 2020 toujours, c'était les 60 ans d'indépendance. Moi, je faisais partie d'un groupe où on a lancé un jeu génie en NEB pour évaluer la connaissance des jeunes par rapport à ces deux éléments. Et le résultat? En tout cas, les résultats étaient catastrophiques. Les résultats étaient catastrophiques et ce qui nous a amené à initier à l'époque un projet « Raconte-moi le Bénin ». Pour amener les jeunes à s'approprier l'histoire sociopolitique du Bénin. Parce qu'il y a un lien très fort entre l'éducation civique et l'histoire. Quelqu'un a dit quand le passé n'éclaire plus le présent, l'esprit vibre dans les ténèbres. Et pour participer au développement, il faut déjà être éclairé, informé par rapport à ce qui s'est passé hier, en prendre suffisamment de la graine, en prendre des leçons pour construire aujourd'hui et demain. Donc oui, les jeunes sont formés, mais on peut mieux faire. Alors parlons toujours de la jeunesse. Monsieur Soupéoué, quel rôle jouent concrètement les écoles dans la transmission des valeurs civiques et plus précisément démocratiques? Très bien. C'est déjà à l'école, à travers des cours de civisme, qu'on a appris par exemple l'hymne national du Bénin, qu'on a appris la devise du Bénin, fraternité, justice, travail, qu'on a appris la constitution du Bénin, du moins à travers ces articles. Ça veut dire oui, l'école joue un rôle fondamental. L'école est l'un des acteurs clés du processus de socialisation qu'est l'éducation civique et partant culture démocratique. Parce que comme je le disais, il y a un lien de causalité entre l'éducation civique et culture démocratique. Mais c'est un rôle qui peut être amélioré. Amélioré comment? Je donne deux exemples. Premier exemple, il faut que l'ingénierie pédagogique autour de l'apprentissage, autour de l'éducation civique soit améliorée. Aujourd'hui, tel que les cours de civisme et autres se passent, l'élève est considéré comme, l'apprenant est considéré comme un papier blanc que
le professeur, le maître doit noircir. Il est considéré pas comme acteur de son processus, mais comme spectateur. Il est spectateur à l'école et donc dans la société, après démocratiquement, il devient spectateur. Donc pour moi, il faut déjà le rendre acteur de son processus de développement, d'apprentissage. Donc oui, les cours théoriques, mais en même temps, il faut le mettre au cours de l'apprentissage pour qu'il construise lui-même l'apprentissage. Je donne un exemple de cette pédagogie active dont je parle. Au-delà des notions d'éducation civique, il faut par exemple amener les élèves, les apprenants à solutionner les problèmes qui se posent dans leur environnement immédiat. Que cela soit, pourquoi pas, évalué. Comment on initie un projet communautaire, déjà dans son environnement scolaire, où se pose peut-être un problème lié à l'environnement, lié à la salubrité. L'éducation civique doit aller jusque-là. Comment on respecte la chose publique? Quand je vais aux toilettes dans mon école, comment je l'entretiens? Tout ça doit être intégré, justement, en pédagogie. Et je pense qu'il faut diversifier la pédagogie. Une chose est d'apprendre par la pédagogie traditionnelle, mais on peut beaucoup apprendre concernant ce sujet à travers l'art, à travers la culture, à travers le sport. C'est autant de vecteurs d'éducation civique qu'il faut prendre en compte. Alors parlons justement des rôles et des responsabilités. Les parents ou encore les institutions ont un rôle à jouer. Du coup, je m'en vais vous poser la question de savoir quel rôle devraient jouer les institutions publiques dans ce processus. Disons 2 ou 3 rôles, sinon 3 rôles. Premier rôle, c'est être un exemple. L'exemple, parce que quand on parle d'institutions, j'estime que c'est ceux qui ne sont plus jeunes forcément, mais qui doivent influencer les comportements civiques et démocratiques des jeunes. Donc les institutions doivent être des exemples. On dit en pédagogie, l'exemple n'est pas une manière d'enseigner, mais c'est la seule. Les institutions doivent être des exemples de culture démocratique. Les institutions doivent être des vecteurs, des exemples d'éducation civique. Et ce faisant, ils vont influencer forcément le comportement civique et démocratique des jeunes. Deuxième chose, c'est qu'il faut co-construire des programmes d'éducation civique avec les jeunes. J'ai l'habitude de le dire et je l'ai notifié à travers l'ouvrage que j'ai récemment publié, que le développement des jeunes, y compris leur éducation et leur formation, doit se faire avec, par et pour eux. Ah oui. Pas seulement pour eux. Mais ça doit être fait pour eux, c'est vrai, mais avec eux et par eux. Ils doivent donc être partie prenante. Partie prenante clé du processus de leur développement. Donc voilà, entre autres rôles, que les institutions doivent jouer. L'autre chose que les institutions doivent faire, c'est initier le plus possible de formation, d'éducation civique et de culture démocratique en faveur des jeunes. Alors aujourd'hui, l'environnement des jeunes dépasse bien évidemment largement le cadre scolaire. Les médias et les réseaux sociaux influencent-ils la culture démocratique selon vous? Fortement. Je dirais même très fortement. Et c'est un facteur qu'il faut prendre en compte pour rester dans l'heure du temps. C'est vrai, les médias déjà traditionnellement jouent 3 rôles. 3 rôles d'influence, je dirais, informer, éduquer, divertir. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent aussi, qu'on le fait ou non, ces rôles. Informer, divertir, éduquer. Mais quel type d'éducation et quel type d'information? C'est là la problématique. Aujourd'hui, le premier challenge lié à cela, c'est déjà qu'aujourd'hui, on reçoit tellement d'informations qu'on peut ne pas savoir c'est quoi la vraie information. C'est quoi la bonne information? C'est quoi vraiment la valeur démocratique véhiculée sur les réseaux sociaux? Donc, qu'on le veuille ou non, malgré la pluralité, malgré que les réseaux sociaux ont envahi aujourd'hui la vie des jeunes, il faut un cadrage. Il faut définir un cadre pour pouvoir savoir que consomment les jeunes sur les réseaux sociaux. Certains pays l'ont fait, en réalité. Que consomment les jeunes sur les réseaux sociaux? Et comment consomment-ils ces informations? Il faut également mettre en place des dispositifs pour vérifier la bonne information. Oui, aujourd'hui, on peut beaucoup se former, on peut beaucoup s'informer à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, mais il faut faire le tri. Et à faire le tri, c'est déjà avoir la capacité de choisir. Et ça revient une fois encore à l'école et à tous les acteurs traditionnels.
preuve que, quelque part, les médias sociaux constituent en quelque sorte un levier d'éducation citoyenne, un facteur, voilà, ce qui est avantageux dans un sens et aussi qui porte parfois à confusion. Exactement, c'est cela. C'est très avantageux, mais ça porte également à confusion, d'où il faut cadrer ça. Alors, malgré ces différents leviers, des fragilités persistent bien évidemment. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles à la construction d'une culture démocratique solide chez les jeunes? 3 obstacles majeurs. 3. On est toujours dans le tri. 3, c'est un trépied. 3 obstacles majeurs. Le premier peut vous étonner. Parce qu'on a l'impression souvent que ça n'a rien à voir avec l'éducation civique, avec la citoyenneté. Généralement, quand on parle des jeunes, il y a en apostrophe, on parle également d'une autre forme d'éducation, la formation technique et professionnelle. Exactement. C'est dont je veux parler, généralement on lit ça, la formation technique et professionnelle, mais ça a un lien avec l'éducation civique aussi. Premier obstacle, c'est la précarité économique. Je ne suis pas à l'abri du besoin dont les droits civiques peuvent attendre d'abord. Ça, je vous rapporte mot pour mot le propos d'un jeune de l'Afrique de l'Ouest que j'ai questionné justement sur la question il y a quelques années. Parce que les jeunes ne sont pas à l'abri du besoin, parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins vitaux, ils ne sont pas engagés. Exactement. Ils ne se sentent pas concernés. Ils se disent que bon, ça c'est réservé à ceux qui sont déjà rassasiés. Donc le premier facteur, c'est l'employabilité. Donc il y a un lien entre l'employabilité et la citoyenneté. On dit que c'est les conditions d'existence d'un être humain qui déterminent sa conscience et non le contraire. Donc pour que j'ai conscience que oui, il faut que je participe au développement à travers la culture démocratique, il faut que je sois à l'abri du besoin. C'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est manque de confiance vis-à-vis des aînés. Les jeunes ont tellement mis d'espoir chez ceux qui les ont dirigés jusque-là, si on peut le dire ainsi. Et souvent, ils sont désemparés, ils sont à la fin déboussolés, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et se disent, bon, on ne s'y retrouve pas. Ceux-là nous promettent souvent des choses et ils ne les respectent pas. C'est vrai que ce n'est pas la bonne attitude. Je ne dis pas que c'est la bonne attitude, mais malheureusement, c'est un obstacle aujourd'hui. La perte de confiance à la gouvernance publique. Confiance qu'il faut rétablir absolument. On reviendra certainement sur les propositions. Troisième obstacle, manque de formation. Je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse est formée, mais pas suffisamment pour gouverner. Et il faut former les jeunes au leadership politique, au leadership citoyen, à la gestion de la cité. Et bien évidemment, face à ces constats, la question est désormais celle des solutions que vous avez bel et bien démarrées déjà. Dites-nous quelles sont les autres réformes ou actions concrètes que vous recommandez justement pour renforcer l'éducation civique. Grosse question, grosse parce que c'est une question que j'aime bien. Ça me tient beaucoup à cœur. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut miser sur la jeunesse pour le développement. On n'a d'ailleurs pas le choix. Faire le contraire, c'est mal faire le diagnostic. N'est-ce pas? Faire le diagnostic, c'est se rendre compte que la jeunesse est une ressource dont un pays comme le Bénin a besoin pour actionner son développement. Et donc, pour moi, je plaide carrément pour qu'il y ait un programme national d'éducation civique avec plusieurs composantes. Je vous ai parlé des différentes catégories de la jeunesse. Un programme multi-acteurs qui va prendre en compte ces différentes catégories. Déjà, et vous-même vous l'avez dit, la famille a un rôle à jouer. Exactement. Pour moi, un programme qui va de 0 à 7 ans, 6-7 ans, la famille doit assurer son rôle d'éducateur civique en tant que première cellule sociale. La famille doit, quand l'enfant, avant même de devenir jeune, puisque le jeune c'est l'enfant d'hier, quand l'enfant de 0 et 7 ans, la famille doit pouvoir lui transmettre un certain nombre de valeurs, comme l'amour du prochain, comme l'amour de la patrie, comme la tolérance, comme la fraternité. De 7 à 12-14 ans, on va dire, l'école primaire d'abord prend le relais à travers ce que je vais appeler la composante petit citoyen. J'ai parlé d'un programme national d'éducation civique avec plusieurs composantes. Il y a ce que la famille fait.
Deuxième acteur qui prend le relais, c'est l'école primaire, à travers une composante qu'on va appeler petit citoyen, où justement on va continuer à enseigner le civisme à l'école. Mais on va en même temps amener les élèves à commencer à initier des projets, à commencer par engager des solutions pour les problèmes qui se posent dans leur environnement scolaire. Après cela, faire en sorte qu'il y ait des conseils d'élèves déjà, pour apprendre très tôt à représenter leur père, pour apprendre très tôt, pas être forcément syndicat, mais à défendre les intérêts de leur père-enfant. Deuxième composante. Troisième composante, ça je l'ai abondamment développé dans mon ouvrage, c'est ce que j'ai appelé les classes de la citoyenneté du leadership responsable. À l'instar de ce qu'on a appelé bien les classes culturelles et les classes sportives, pour moi, il faut les classes de la citoyenneté du leadership responsable. Déjà, on est au secondaire, avec, c'est vrai, les jeunes mineurs, mais qui commencent par devenir majeurs. Il faut également, au lieu d'enseigner du contrat social sans qu'on ne comprenne de quoi il s'agit forcément, il faut que ça soit dans le cadre d'un programme pareil qui amène les jeunes à véritablement savoir c'est quoi la société, c'est quoi les institutions, c'est quoi les interactions. Ce programme peut avoir une composante aussi destinée aux responsables de classe et délégués pour les préparer, pour les former au leadership, à la gestion du temps, au travail en équipe tout simplement. Autant de soft skills nécessaires pour la culture démocratique. Quand on va quitter là, puisque c'est une suite le programme dont je parle, quand on va quitter le secondaire, on vient maintenant à l'université. Pour moi, l'université, il faut maintenant le militantisme estudiantin comme composante du programme, où il faut amener les jeunes. Ce ne serait pas un choix, mais les amener à s'inscrire forcément dans les mouvements estudiantins, qui dans le club artistique et culturel, qui dans les clubs de sport, qui pour représenter leurs camarades étudiants. Et il y aura une académie pour les former au savoir-faire, comment on administre, on gouverne un club, une association estudiantine, comment on travaille en équipe, comment on initie un projet. Et quand on va finir là, avec les étudiants, on va tomber maintenant dans ce que j'appelle les associations de jeunes. Et là, pour moi, il faut mettre en place la composante qui va être un programme label jeunesse. Les associations de jeunes, c'est le milieu par excellence d'apprentissage de la culture démocratique. Vous êtes dans une association, vous allez aux élections, vous gagnez, vous échouez. Vous échouez, vous respectez le verdict des jeunes. Vous préparez les campagnes comme si c'était déjà une élection présidentielle. Donc, il faut recenser et cartographier les associations de jeunes à travers cette composante du programme. Il faut les amener, il faut les segmenter, c'est-à-dire les spécialiser. Oui. Il faut les amener à mieux gouverner les associations. Il faut les amener à mieux diriger leurs membres et ce serait déjà de l'éducation civique. Alors, M. Soupéoué, nous n'allons pas pouvoir tout aborder aujourd'hui. Bien évidemment, nous tendons vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Justement, quel message souhaitez-vous adresser à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent ce matin et surtout, quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse africaine en matière de citoyenneté et d'engagement démocratique? Merci beaucoup. Cette fois-ci, je ne parlerai pas de 3 éléments, mais de 2. Oh, femme de trio. Voilà. Ouais. Première chose à tout le monde, à tous les téléspectateurs, la jeunesse, c'est l'avantage comparatif des pays comme le Bénin. Il faut investir massivement dans le développement des jeunes. Et aux jeunes même, je dirais ceci, soyons le changement que nous voulons. Commençons là où nous sommes avec ce que nous avons. Commençons déjà dans notre quartier, dans notre commune, dans notre ville et on aurait participé au développement de notre pays. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Soupéoué, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de Youth Policy Lab. Alors, chers amis téléspectateurs, on retient que la construction d'une culture démocratique solide passe véritablement et inévitablement par une éducation civique renforcée, mais aussi par une implication réelle et consciente de la jeunesse. Merci de nous avoir suivis. C'était l'invité de la matinale.